Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire qui a vraiment secoué le monde du football. Le départ de Xabi Alonso du Real Madrid. Mais, attention, on va tout de suite oublier l'analyse de match classique. Les sources qu'on a étudiées, elles, décrivent ce départ non pas comme une simple défaite, mais plutôt comme l'aboutissement d'un processus long, méthodique et en fait profondément politique. Oui, politique, c'est exactement le mot. Et c'est la clé de tout, je pense. La défaite en finale de Supercoupe contre le Barça, finalement, c'est presque une anecdote, c'est le prétexte parfait, quoi. La justification publique pour une décision qui, d'après nos infos, était dans les cartons depuis des semaines, si ce n'est plus. Notre but, là, c'est vraiment de démonter cette mécanique, de comprendre comment les rapports de force, le projet de jeu, les décisions de la direction, comment tout ça s'est emboîté pour mener à une fin, inévitable. Alors, commençons par le début, par l'ambiance. Il y a une chose qui m'a vraiment marqué dans les notes, c'est cette idée que l'homme-traîneur travaillait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et ce, dès le début. Chaque match, qu'il gagne ou qu'il perde, était présenté comme pouvant être le dernier. C'est fou, non? Comment on peut bâtir quoi que ce soit dans un climat pareil? On ne peut pas, c'est aussi simple que ça, c'est la définition même d'un environnement de travail qui est juste toxique au plus haut niveau. Imagine un peu, tu dois imposer une vision, une méthode, fédérer des stars mondiales, tout en sachant que ta propre direction attend le premier faux pas. La pression, elle ne vient pas de l'extérieur, des médias ou des fans, mais de l'intérieur. Et c'est ça qui rend la mission quasi impossible. Chaque décision est scrutée, non pas pour aider, mais pour trouver la faille. Mais alors c'est ça qui est paradoxal. Malgré cette pression de dingue, si on regarde froidement les chiffres, les résultats étaient loin d'être mauvais. Le club était 2e de Liga, toujours en course dans le top 8 de la Ligue des Champions. Sportivement, ça tenait la route. Ça prouve bien que le jugement, il se faisait pas sur le terrain, en fait. C'est la preuve la plus claire. Et ça montre une mutation, je trouve, dans certains très grands clubs. La performance brute, le résultat, ça devient presque secondaire. Ce qui compte avant tout, et les textes sont très clairs là-dessus, c'est ce qu'ils appellent la narration interne, les rapports de force et l'adhésion politique. Ah oui, quand même. En gros, ta capacité à naviguer dans les couloirs, à ne froisser personne, à t'aligner, ça pèse beaucoup plus lourd que de gagner le match du dimanche. Si ce genre d'analyse en profondeur vous intéresse, c'est vraiment le bon moment pour laisser un like sur cette discussion et surtout pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines. Alors décortiquons justement ce projet de jeu de Xabi Alonso. À son arrivée, il avait des idées claires, non ? Oui, et sur le papier, c'était très cohérent. Il arrive avec des principes forts, une structure, un pressing coordonné, la recherche de l'équilibre. Les sources insistent beaucoup sur son utilisation de la vidéo, sur une exigence tactique très, très élevée. Et les débuts étaient prometteurs, d'ailleurs. On voyait une équipe qui avait une identité. Oui, je me souviens. Certains joueurs, je pense à Arda Güler par exemple, semblaient vraiment s'épanouir dans ce cadre très structuré. Un cadre qui, visiblement, n'a pas plu à tout le monde. C'est à ce moment-là que ça bascule. La rupture, elle vient du vestiaire. C'est le point de rupture visible, oui. Cette rigueur a créé une fracture très rapidement. D'un côté, des joueurs qui adhèrent, de l'autre, et c'est là le problème, des cadres, des joueurs installés qui contestent leur statut, qui refusent cette discipline, cette intensité de travail. C'est devenu un refus quasi collectif d'une partie du groupe. Ce qui est fascinant, c'est ce que ça révèle sur le club. Le Real, ça a toujours été l'institution avant tout. Le coach décide, les joueurs appliquent. Point. Là, on a l'impression que le pouvoir s'est complètement inversé, que les joueurs dictent les règles à l'entraîneur. C'est un glissement majeur. Le club passe d'un modèle institutionnel vertical à un modèle où le pouvoir est entre les mains d'un petit groupe de joueurs. Ce sont eux qui fixent les limites. Et la direction, face à ça ? La réaction de la direction est décrite dans les notes comme une erreur structurelle majeure. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement ? Logiquement, une direction qui choisit un coach pour un projet, elle doit le protéger. C'est la base. Protéger le coach, c'est protéger ton propre choix. Mais là, ils ont fait tout l'inverse. Ils ne l'ont pas soutenu. Ils ont choisi de valider ce que les sources appellent les états d'âme du vestiaire. En faisant ça, il lui sciant la branche sur laquelle il est assis. Totalement. Il sape son autorité. Le message envoyé aux joueurs est limpide. C'est vous les patrons. C'est là que la situation devient vraiment intéressante. Il se retrouve seul, coincé. Qu'est-ce qu'il fait ? Il tente de s'adapter, j'imagine ? Il tente de survivre, et c'est là que le drame se joue. Se sentant lâché, il fait des compromis, qui sont en fait des reniements.
Un des rapports est très précis là-dessus. Il a commencé à baisser ses exigences. Les séances vidéo qui ennuyaient certains. Mhm. Voilà, plus courtes, moins fréquentes. Son discours devient plus lisse. Il a en quelque sorte sacrifié ses propres principes pour tenter de sauver son poste. Et ça n'a servi à rien au final. Pire que ça. Non seulement ça ne l'a pas sauvé, mais ça a probablement accéléré sa chute. Ce compromis lui a coûté son identité de jeu. L'équipe ne jouait plus pareil, le jeu est devenu fade, confus, même s'il restait parfois efficace. Mais l'âme du projet, envolée. Et ça a donné l'argument parfait à ses détracteurs. Exactement. L'argument de dire « Regardez, il n'est plus maître à bord, il a perdu le contrôle. En cédant pour survivre, il a perdu sa légitimité. C'était une offrande pour la direction. » C'est un dilemme terrible. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si, d'après vous, un entraîneur doit s'adapter à tout prix pour survivre ou au contraire rester fidèle à ses principes, même si ça veut dire partir. Mais ce qui est sûr, c'est que le sportif n'était qu'un décor. Le vrai match se jouait ailleurs, et bien avant cette crise, dans le vestiaire. Ah, ça veut dire que le conflit était plus ancien, que la décision de s'en séparer était peut-être déjà prise. Tout l'indique. Les sources parlent de tensions qui remontent à l'été, pendant le mercato, de gros désaccords sur les joueurs à recruter. On parle de promesses non tenues par la direction, de choix de joueurs imposés à l'entraîneur. Le projet était miné à la base, en fait. On n'est plus du tout dans le sport, là. C'est une lutte de pouvoir. Pure. Et cette lutte a été accompagnée, selon plusieurs sources, par des fuites organisées dans la presse, des campagnes pour le décrédibiliser. Les critiques n'étaient plus seulement tactiques, elles devenaient, je cite, souvent absurdes, parfois personnelles. C'est un classique, la déstabilisation. Et au cœur de tout ça, il y a cette info qui ressort partout. Xabi Alonso n'a jamais été le plan A du président Florentino Pérez. Son profil ne collait pas. Son arrivée était un choix par défaut, en quelque sorte. Et quand on met tout ça bout à bout, un coach qui n'est pas le plan A, les désaccords du mercato, la campagne médiatique, le vestiaire qui se rebelle, on comprend que ça a dépassé le foot. C'est devenu une affaire d'ego. D'accord. Donc, Alonso est parti. Mais quelles sont les conséquences de tout ça pour le futur du club? Quel message ça envoie? Le message est qualifié d'extrêmement dangereux. En cédant aux joueurs, la direction a créé un précédent. Elle a officialisé le fait qu'au Real, un groupe de cadres peut faire tomber un entraîneur. Le pouvoir a changé de camp. Voilà, il a basculé du banc vers le vestiaire, et ça, pour le prochain qui arrive... Il arrive sur un siège éjectable. Il arrive dans un contexte presque ingérable. Il prend un vestiaire qui se sait plus puissant que jamais. Ce groupe sera encore plus difficile à manager. Le nouveau coach aura deux choix. Soit il se plie et il devient un simple gestionnaire, soit il tente d'imposer ses idées et il risque de finir exactement de la même manière. C'est un cercle vicieux. Le problème, ce n'est plus Alonso, c'est l'autorité même de l'institution qui est fragilisée sur le long terme. Pour suivre l'évolution de cette situation qui est vraiment passionnante et les prochaines décisions au Real Madrid, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Alors, si on doit synthétiser, au final, qui est Xabi Alonso dans cette histoire? La vision est assez nuancée. Il n'est présenté ni comme un saint, ni comme le seul responsable. Il a sûrement fait des erreurs, peut-être trop rigide au début, peut-être qu'il a mal lu les rapports de force, mais le présenter comme la cause principale de l'échec, ce serait, comme le disent les sources, une réécriture opportuniste de l'histoire. Son départ, c'est surtout un révélateur, le miroir de l'état du club. C'est la conclusion, oui. Ça révèle un club où la gouvernance prime sur le football, où l'ego dépasse la logique sportive et où l'autorité de l'entraîneur n'est plus sacrée. La dernière phrase d'un des rapports est terrible. Et elle dit que le Real Madrid avance sans son plan A ni son plan B, mais uniquement avec la volonté présidentielle. Et que c'est peut-être ça le vrai problème. Et ça soulève une dernière question, qui est peut-être la plus importante pour l'avenir. Au-delà de savoir qui sera le prochain entraîneur, il faut se demander quel type de projet, quel type d'autorité peuvent encore exister dans un club où l'équilibre des pouvoirs semble avoir si profondément changé. Le débat ne fait que commencer. Si vous pensez que cette affaire dépasse le simple cadre d'un changement d'entraîneur, n'hésitez pas à partager cette analyse. Merci de nous avoir suivis.